Notre invité ce matin, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris et soutien de Valérie Pécresse. Oui. Officiellement, je vous ai vu au premier rang samedi dernier. Je vais y revenir. Emmanuel Macron sur TF1 ce soir. Recours, justement, de Valérie Pécresse devant le CSA. Pourquoi ce recours ? Franchement, c'est classique. Un président de la République qui prend la parole avant d'être candidat. Enfin, c'est classique pour tous les présidents candidats. C'est Oui, déjà arrivé tous par les le passé. présidents candidats, oui. Donc, Ils font tous la même chose. Hein. Oui, non, mais que Valérie Pécresse fasse le recours, moi je trouve ça bien, pourquoi pas. Pour qu'évidemment, ça permet aussi de rappeler que le président Macron est aussi candidat. Mais Qui sera candidat. Moi, je vais vous dire, je trouve que cette histoire d'équité ou d'égalité de temps de parole, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, vous avez tellement de moyens de vous adresser aux Français, par tellement de voix. Regardez, le CSA avait voulu sanctionner Éric Zemmour en disant il ne doit pas se servir de CNews comme tribune à sa candidature. Oui. Et puis finalement, on ne l'a jamais autant vu et autant entendu. Oui, c'est Donc vrai. c'est pas parce que vous privez quelqu'un d'une parole audiovisuelle ou télévisuelle que vous ne l'entendrez pas, que vous ne le verrez pas. Donc, moi, je Ce sont trouve que des c'est un peu polémiques dépassé. ridicules. Non, mais Franchement. je trouve que c'est dépassé. C'est dépassé. Voilà. Polémique, Si vous voulez dépassé. vous adresser aux Français, de toute façon, personne n'est dupe. Emmanuel Macron est candidat. Enfin, moi, Oui. je veux dire que moi, je serais face à lui, je lui demanderais même pas est-ce que vous êtes candidat. Alors dites-le nous. Il est candidat. Je veux dire que sinon, vous pensez que son parti gaspillerait autant d'argent avec des tracts 50 plus. Enfin, et il est candidat. Voilà. Il est candidat, bien. Rachida Dati, parlons de la justice, parce Oui. qu'il y a colère des magistrats, colère des greffiers, et pourtant, mobilisation aujourd'hui, et pourtant jamais le budget de la justice n'a été augmenté autant que sous Dupond-Moretti, enfin le dernier budget 2021, plus 8%. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il ? C'est un retard qu'il faut rattraper ? C'est quoi ? Que se passe ? Vous connaissez bien la justice, Oui. bien sûr, vous avez été garde des Sceaux. Puis magistrat. Et magistrat. Et je le suis toujours Et vous êtes statutairement. toujours, Et d'ailleurs, magistrate. moi j'ai aimé ce Oui. métier. Et c'est pour Oui. ça que je ne quitterai pas. Oui. Mais je vais vous dire, cette mobilisation et ce mouvement de protestation est assez inédit. Parce que quand c'est jamais arrivé quand même avant qu'un procureur général près de la Cour de cassation et que la première présidente de la Cour de cassation, par voie de presse, conteste la politique du garde des Sceaux ou conteste la politique de ce gouvernement, c'est assez inédit pour le souligner. Qu'il y ait des mouvements, des contestations, des protestations quand vous voulez faire une réforme, après tout, c'est normal, j'allais dire, c'est même assez sain. Mais ce mouvement de contestation, ce malaise profond est assez inédit Oui, il est inédit, dans d'accord, son mais- expression. Oui, mais attendez, dans son expression. Oui. Moi, je vais vous dire, ça démontre quoi ? Ça démontre que augmenter un budget, c'est pas de politique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous augmentez le budget qu'on résout les problèmes de fond. Je pense que la justice a besoin d'une réorganisation de fond. Moi, je me permets juste de dire que j'ai mené des réformes importantes quand j'étais garde des Sceaux, que ce soit la carte judiciaire, la réforme de l'administration, de l'école de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, dont bénéficient aujourd'hui ces magistrats. Elles n'ont jamais été remises en cause. Mais simplement, il faut faire des réformes de fond, ce qui n'a pas été le cas dans ce quinquennat. Et augmenter le budget, ça va rien arranger. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, c'était un mauvais choix Mais c'est d'Emmanuel pas- Macron? Moi, j'en ferai pas un sujet de personne. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, C'est un échec ou pas? pour les C'est justiciables. un échec ou pas? Non, mais moi, ce que je dis aujourd'hui, Oui. c'est que sur ce quinquennat, le rendez-vous avec la justice a été manqué. Les Français sont mécontents de la politique pénale qui n'existe pas aujourd'hui en France. Vous n'avez pas de politique pénale claire, ferme et assumée. Elle n'existe pas. Moi, j'ai rarement vu Monsieur Dupond-Moretti avoir une réunion avec l'ensemble des procureurs et des procureurs généraux pour expliquer la politique pénale, en fonction d'ailleurs de la délinquance en France. Ça n'a pas existé. Des réformes de fond, d'organisation. La justice a besoin de réformes de fond, d'organisation. C'est une organisation assez curieuse que les gens disent « Oui, mais il y a un président de tribunal. » Mais il faut savoir que le président de tribunal n'a pas d'autorité sur les magistrats. Vous avez le procureur qui a une autorité hiérarchique sur les substituts ou les procureurs adjoints, mais ça n'est pas une autorité dans
le fonctionnement, enfin, de fond. Vous avez les greffiers qui sont aussi un corps à part. C'est-à-dire que la justice, elle est dirigée par 3 pôles. Ces 3 pôles très différents dans leur management, dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Et moi, y compris en interne. Aujourd'hui, il faut revoir cette organisation de manière profonde. Ça n'a pas été le cas et je pense que ce quinquennat a eu un rendez-vous manqué avec la justice. Le pass sanitaire des plus de 65 ans conditionné à une dose de rappel à partir d'aujourd'hui. Évidemment, vous défendez la vaccination, Rachida Dati, à fond. De toute façon, quel est le meilleur outil pour mettre fin à cette pandémie aujourd'hui? Comme outil, les traitements sont en cours de développement et la vaccination a démontré quand même son efficacité. Même si on se recontamine, même si on peut être de nouveau positif avec la vaccination, mais la vaccination empêche, en tous les cas, dans sa grande majorité, les formes graves. Valérie Pécresse est favorable à un reconfinement uniquement des non-vaccinés, vous aussi? Non, parce que, je veux vous dire, aujourd'hui, on a une majorité, juste 2 secondes, on a une majorité des Français qui sont aujourd'hui vaccinés, une grande majorité. Mais en général, dans une population, vous avez toujours une fraction réfractaire, qu'elle soit réfractaire à l'autorité ou à des instructions. Donc aujourd'hui, il faut évidemment encore inciter à la vaccination. Le pass sanitaire, en fait, c'est un pass vaccinal, si on se dit les choses. Simplement, c'est bien ou pas? mais moi, je trouve que c'est très bien. Bien sûr, faut le défendre. Et puis sur cette partie encore réfractaire, je pense qu'il faut y aller par la pédagogie, par la conviction. Il faut aussi aller les chercher. Parce que sinon, plus on va les montrer du doigt, plus on va les radicaliser. Ça se finit comment pour certains? Avec des fausses passes sanitaires. Et on a vu le drame qu'a connu une dame, parce qu'on a vu sur vos plateaux, le drame de cette dame qui a acheté un faux pass vaccinal. Et ça s'est mal fini pour elle. Alors vous allez me dire, c'est sa responsabilité. Mais aussi la responsabilité du pouvoir public, c'est de pouvoir convaincre au plus près, et des médecins au plus près et au plus proche. Bien, Valérie Pécresse. Pécresse, une technocrate, a pu avoir une carrière de ministre parce que elle était une femme, a déclaré Éric Zemmour en septembre dernier. Il se défend d'être misogyne. L'est-il misogyne, à vos yeux? Il a tenu des propos très misogynes. Par le passé, enfin un passé aussi très récent, puis par certains comportements. Mais réduire Valérie Pécresse à uniquement son sexe, c'est plus que réducteur, c'est le cas de dire. C'est votre adversaire principal, Zemmour, Éric Zemmour. Vous savez, moi, j'ai pas fait de la politique pour avoir des adversaires. J'ai fait de la politique pour défendre des idées. Pour aussi convaincre d'autres sur des idées. Vous avez un électorat voisin. Enfin, vous, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et même Marine Le Pen. Écoutez, Monsieur Bourdin, je vais vous dire, moi, ça va être fermer le banc. J'ai rien en commun avec Éric Zemmour. Je vous le dis très clairement. J'ai rien en commun dans nos parcours. J'ai rien en commun dans la vision de la France. J'ai rien en commun dans les propositions qu'il peut faire sur certains. Qu'est-ce qui sépare Valérie Pécresse d'Éric Zemmour? En tout cas, en ce qui me concerne, tout. Tout, c'est-à-dire tout. Sa vision de la France, sa conception des Français, sa vision, sa conception, j'allais dire, parce que c'est pas un historien, de l'histoire de France et de ce que sont les valeurs républicaines. Voilà, si je suis face à vous aujourd'hui, c'est que la France, ses valeurs ont permis un parcours comme le mien, avec des parents qui sont arrivés en France dans les années 60 pour travailler. Avec Zemmour, et avec des parents, ça aurait été impossible? Il remet en cause tout ça. Il remet en cause tout ça. Il refait même l'histoire. Peut-être que mes parents n'auraient peut-être jamais pu venir en France. Je ne serais pas née en France. Peut-être que je n'aurais pas pu devenir française. Je n'aurais pas pu accéder aux responsabilités que j'ai pu avoir grâce à l'école, notamment. Grâce à l'école. Grâce à des personnes aussi qui m'ont tendu la main. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai rien en commun avec M. Zemmour. Oui, vous soutenez... Et puis, n'oubliez pas, j'ai été, entre guillemets, sa première victime politique, puisque lorsque j'étais garde des Sceaux, que j'avais appelé ma fille du prénom de maman, il l'avait violemment contesté. Il avait même dit que j'étais indigne de la République, ou que la République ne pouvait pas m'accueillir ou accueillir ma fille en raison de son prénom. Donc, c'est quand même assez violent, et c'est pas la France. Vous soutenez Valérie Pécresse sans réserve, mais comment va-t-elle faire pour séduire à la fois les électeurs centristes et les sympathisants LR, plus proche d'Éric Zemmour que d'Emmanuel Macron? Il y en a, vous le savez. Éric Ciotti le premier, qui l'a dit. Qui l'a revendiqué. Monsieur Bourdin, la politique, c'est pas du marketing. Hein. Non, c'est pas je vous donne un yaourt à la vanille. La politique, je vais vous convaincre. Ce qu'on pense aussi. Justement. Éric Ciotti a dit ce qu'il pensait. Bien sûr. Il préfère Zemmour à Macron. C'est pas ma conception. Voilà, c'est pas ma conception. Voilà, moi je vais vous dire, ma conception de la politique et de la droite, aujourd'hui la France est majoritairement à droite, dans ses valeurs et dans ses attentes.
Que veut la France? Que veulent les Français? Et notamment les classes populaires qui ont été totalement oubliées dans ce quinquennat, mais aussi peut-être aussi un peu par nous, à la droite. Et aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas être élu à la présidence de la République si vous ne convainquez pas les classes populaires. Qu'est-ce qu'elles veulent, les classes populaires? Elles veulent plus d'autorité, plus de sécurité, une école qui rétablisse l'ascenseur social, parce qu'ils veulent que leurs enfants aient un sort qui soit meilleur que le leur. Que veulent-ils? Qu'on réduise les inégalités, qu'on revalorise le travail. C'est-à-dire que quand vous travaillez, votre travail vous apporte quelque chose de plus que si vous ne travaillez pas. Reconnaissance du mérite. Qu'on maîtrise aussi les flux migratoires, puisque les flux migratoires non maîtrisés, évidemment, ça crée des fractures dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays n'a jamais été autant fracturé. Et donc, c'est rétablir l'autorité, avoir une politique pénale, faire réduire les inégalités, revoir les méthodes d'apprentissage à l'école. Je vous invite à lire le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'école. C'est catastrophique. Comment les inégalités se sont aggravées, comment l'école ne permet plus une ascension sociale. Tout ce qui fait le cœur de la France, tout ça est cassé aujourd'hui. Rachida Dati, je sens votre volonté, cette volonté de faire avancer les choses, d'être là. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été candidate? Non, franchement. Très franchement, non. Vous pourriez être à la place de Valérie Pécresse. Quand vous faites de la politique, vous pouvez vous voir partout. Oui. J'ai toujours considéré que la fonction présidentielle, pour moi, elle avait un peu plus, de la sacralité. Oui. Moi, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'ai encore du respect et j'allais dire même de l'émotion vis-à-vis de cette fonction présidentielle. Moi, j'ai mené un combat à Paris qui n'a pas été un combat facile, et un combat sur lequel nous avons eu des résultats, puisque nous sommes le premier groupe politique à Paris. Nous avons plus d'élus que Anne Hidalgo, mais ce mode de scrutin permet des attelages qui nous a mis évidemment en deuxième position. Alors parlons de la politique migratoire. Quelques mots quand même. La France peut-elle conduire une politique migratoire sans le reste de l'Europe? Parce que j'entends beaucoup de candidats dire on va fermer les frontières, on va faire des moratoires. Oui, mais d'accord, mais on n'est pas seul. On est dans l'Union européenne et personne ne pourra conduire... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux aspects. Est-ce qu'on peut conduire une politique migratoire sans le reste de l'Europe? Non, mais il faut avoir une politique européenne sur la maîtrise des flux migratoires. Pour autant, nous avons une souveraineté sur la maîtrise de l'immigration si on le voulait. On peut demain réduire le regroupement familial, revoir les critères de l'asile, ne plus accueillir n'importe comment, avoir une politique d'expulsion beaucoup plus ferme, avec des accords bilatéraux avec les pays d'origine. On ne le fait pas. Donc, à un moment donné, c'est évidemment la volonté politique qui compte. Mais aussi, il faut que cette politique nationale... Parce que ceux qui vous disent qu'on ne peut pas avoir de politique migratoire nationale, c'est pas vrai. Nous pouvons le faire. Je vous donne un exemple. Pour les expulsions, aujourd'hui, on n'expulse pratiquement plus personne. Et vous avez en Allemagne ou en Angleterre, comment ils procèdent à leurs expulsions? Ils expulsent beaucoup plus que nous. Pourquoi? Parce que... Mais il y a plus de migrants que nous, chez nous. Non, mais attendez, c'est pas... En Allemagne, notamment. Non, mais déjà sur la procédure. Parlons de la procédure. Et en Grande-Bretagne aussi. Parlons de la procédure d'expulsion. On les accueille, on les fait travailler sans les déclarer. Non, mais... Ça, c'est encore autre chose. Mais je vous dis que quand vous voulez expulser un étranger dont vous ne voulez pas sur votre territoire, l'Allemagne ou l'Angleterre, que font-ils? Ils essayent de l'expulser. Le pays n'en veut pas d'origine. Ils sont placés dans un centre de rétention jusqu'à l'expulsion. Et parfois, c'est les migrants eux-mêmes qui disent, écoutez, on va rentrer, on va vous dire qui on est, et parce qu'on veut partir, on ne veut plus rester dans le centre de rétention. Vous avez, aujourd'hui en France, péniblement, on a augmenté le délai de rétention à 90 jours. Vous avez en Allemagne, c'est plus de 6 mois, et en Angleterre, c'est presque à l'infini. Donc, tant que la personne n'est pas expulsée, il est en centre de rétention. En France, on ne le fait pas. Donc déjà, on pourrait changer la durée de rétention. Donc, si on voulait avoir une politique de maîtrise des flux migratoires de manière ferme et claire, nous pourrions le faire en France. Ensuite, au niveau européen. Au niveau européen, et d'ailleurs, ça peut être l'enjeu de la présidence française de l'Union européenne, c'est d'avoir une politique harmonisée sur quoi? Politique d'intégration, différente d'un pays à un autre. Politique d'expulsion, différente d'un pays à un autre. Politique de regroupement familial, différente d'un pays à un autre. Et l'asile. Je prends le Danemark. Ce sont des sociodémocrates. Ils ont réduit, pour ne pas dire quasiment supprimé, l'asile, en disant nous on n'accueille plus parce qu'on ne peut plus accueillir. Donc l'asile au Danemark est quasi réduit à néant.
Alors que ce sont des sociodémocrates. Si, en France, rappelez-vous, quand on a commencé à parler de l'asile, en disant on réforme, on revoit les critères de l'asile, on a dit mais ça n'est pas une conception républicaine. Bien sûr que si. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas l'asile, mais on revoit les critères. Quand je regarde les textes défendus... Pardonnez-moi, M. Bourdin. Si effectivement nous n'avons pas cette harmonisation, vous créez des effets d'aubaine. Oui, d'un pays à un autre. Je vous dis ça parce que j'ai écouté Emmanuel Macron jeudi dernier parler de l'Europe et notamment de la politique migratoire européenne. J'ai écouté Valérie Pécresse, j'ai lu Valérie Pécresse sur les mêmes sujets. Ils ont exactement les mêmes propositions. Exactement. Au niveau européen, je parle de politique migratoire européenne. Il y a une différence Macron-Pécresse, c'est pareil. D'accord, il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui est au pouvoir et qui peut le faire, et qu'il y en a une qui va le faire. Alors, est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron d'abandonner la présidence du Conseil de l'Europe, comme certains l'ont fait? Moi, je vais vous dire, je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir maintenu cette présidence française. On peut la différer, comme d'autres chefs d'État l'avaient fait, ou de gouvernement avant lui. Vous pouvez la différer pour ne pas l'affaiblir. Parce que moi, je pense que ça va créer de la confusion. Quand il va présider l'Union européenne, dans le cadre de cette présidence française, et on ne saura pas qui parle, le candidat ou le président. Donc il sera forcément attaqué sur la scène nationale et donc affaibli sur la scène européenne. Et moi je pense que ça va évidemment ne pas faciliter des politiques à mener au niveau européen. Bien, Rachida Dati, Claude Guéant en prison, logique? Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai une pensée pour lui, c'est quelqu'un qui a plus de 77 ans, qui est malade. Oui. Donc c'est pas très agréable. J'ai entendu sur votre plateau, sur vos plateaux. C'est pas très agréable, c'est sûr. D'accord. Mais moi je ne sais pas dans quelles conditions la décision d'incarcération a été prise. Donc il ne payait pas ce qu'il devait. Vous avez eu accès au dossier? C'est ce qui est écrit partout. Voilà. C'est ce qui est. C'est tout le sujet. J'ai pas eu accès au dossier. C'est tout le sujet. Enfin, j'imagine que les magistrats ont eu accès au dossier. Bah oui, j'espère. Donc je ne sais pas quelle est. Donc ils ont pris leur décision. Ils ont pris une décision en leur âme et conscience, en fonction du dossier. J'ai entendu sur vos plateaux que son avocat avait formé des recours. Attendons l'issue des recours. Oui. Ok. Rachida Dati, Conseil de Paris. Vous êtes en plein Conseil de Paris. Que se passe-t-il à Paris? Est-ce que, tiens. J'ai une question directe. Est-ce que la ville de Paris est aujourd'hui sous la menace d'une mise sous tutelle? Franchement. Techniquement, oui. Je vais vous expliquer, Monsieur Bourdin. Paris, c'est la capitale de la plus grande région d'Europe. D'année en année, Paris décline. Tout le monde s'en rend compte dans tous les domaines. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Paris explose sous la dette. Sous la seule mandature de Madame Hidalgo, et c'est vérifiable, nous sommes en débat budgétaire, la dette a augmenté de 100%. Nous sommes à plus de 7 milliards en 2021. Nous serons à plus de 8 milliards en 2022. À plus de 8 milliards en 2022. C'est la ville la plus riche de France. Plus de 10 milliards de budget. Nous avons adopté hier... 10 milliards de budget, 8 milliards de dette. Exactement. Sans investissement notoire. Hein. Hier, le budget a été adopté. Il est insincère. Pourquoi? Parce que dans ce budget, il y avait beaucoup de trous. Donc, Mme Hidalgo a souhaité boucher les trous. Qu'a-t-elle fait? Recours à l'endettement, puisqu'elle a procédé à un endettement de plus de 1 milliard supplémentaire. Supplémentaire, hein, à la dette qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième chose, elle a surestimé les recettes, parce que pour une collectivité, vous ne pouvez pas adopter un budget en déséquilibre, c'est illégal. Donc, il faut boucher les trous. Donc, recours à la dette de plus de 1 milliard, surestimation des recettes, c'est-à-dire qu'elle supprime les places de stationnement, mais elle fait comme si cette suppression n'existait pas. Elle a surestimé les recettes de stationnement. Le tourisme a fortement diminué. Elle a surestimé les taxes de séjour liées au tourisme. Donc, ce budget est insincère. Et autre singularité, seule collectivité en France, le programme d'investissement de la mandature n'a pas été adopté. C'est-à-dire que ce budget, c'est uniquement pour des dépenses courantes, entre guillemets. Il n'y a pas de plan d'investissement pour la mandature. Vous demandez la mise sous tutelle? Là, nous allons saisir les autorités sur ce budget, puisqu'on considère qu'il est insincère. Vous allez saisir le ministère? Vous allez saisir le gouvernement? Le préfet d'abord? Parce que les recettes ont été... autorités, le gouvernement? Parce que les recettes ont été surestimées. D'ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et la ministre des collectivités ont mis en garde Madame Hidalgo sur les finances de la ville, en disant que, évidemment, les finances de la ville mettent en péril, en tous les cas, l'avenir de Paris. Est-ce que vous demandez de se retirer de la présidentielle pour s'occuper de Paris? Ça serait mieux, vu les sondages, ça serait mieux, parce que de toute façon, là, les sondages sont très mauvais pour elle.
Et puis, et à la fois, elle-même a dit, compte tenu de ce niveau de sondage, elle souhaite maintenant qu'il y ait une primaire. Donc, elle va faire la primaire, la présidentielle, et Paris n'est ni géré, ni dirigé. Et tous les Parisiens... Est-ce qu'on peut diriger une grande ville ou une grande région et être candidat à la présidentielle? Bien sûr, comme Valérie Pécresse. Mais Valérie Pécresse, d'abord sur la première mandature, elle a bien dirigé et bien géré sa région. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que Paris est géré ? Est-ce que Paris est dirigé ? Vous avez bien vu, elle a été condamnée. C'est-à-dire que la mairie de Paris a été condamnée sur le temps de travail. Madame Hidalgo ne respecte pas la loi concernant le temps de travail à la mairie de Paris. Elle s'en fiche, elle s'assied dessus. Sur les finances, on demande un budget sincère. Elle s'assied dessus, le budget est sincère, donc illégal. La dette explose, la ville n'est pas gérée et elle n'a pas de majorité, puisque sa majorité explose à chaque fois, puisque Madame Hidalgo a moins d'élus que nous, donc elle est obligée de faire à chaque fois un attelage avec les Verts, qui la lâchent en race campagne à chaque conseil de Paris. Merci Rachida Dati, Merci. 8h53 RMC et BFM TV.